J'aimerais tout d'abord remercier Victor Stoïkita pour sa généreuse invitation qui m'honore, le Collège de France et toutes les personnes qui ont rendu possible cet événement, et bien sûr vous tous pour votre présence. Les axes principaux de l'histoire de Lucrèce, à partir du livre premier de l'histoire romaine de Tite-Live, sont les suivants. Une nuit, lors du siège de la ville d'Ardea, un groupe de jeunes nobles romains, qui comptent parmi eux les fils du roi Tarquin le Superbe et leurs parents Tarquin Collatin, se réunit pour festoyer, et la discussion se concentre bientôt sur leurs femmes, chacun vantant la sienne de façon extraordinaire. Le vin aidant, la conversation tourne bientôt en dispute. Pour constater la conduite de leurs épouses en leur absence, ils s'élancent à bride abattue à Rome avant de se rendre à Colacie. La comparaison tourne à la gloire de Lucrèce, travaillant la laine et prompte à les recevoir dignement, alors qu'ils avaient trouvé les belles filles du roi tuant le temps devant un festin somptueux. Mais Sextus Tarquin, plus jeune fils du roi, saisi par la beauté de Lucrèce jointe à une vertu exemplaire, s'enflamme d'un désir coupable. Il retourne quelques jours plus tard à Colacie, où on lui fait bon accueil. Lorsque tout dort autour de lui, il s'introduit dans la chambre de Lucrèce, armé de son épée. Il la réveille et tente de la séduire, se montrant tour à tour pressant, suppliant, puis menaçant. Enfin, devant la fermeté de Lucrèce, il menace non seulement de la tuer, mais d'assassiner de même un de ses esclaves, puis de placer dans le lit les deux cadavres nus. Il dirait ensuite les avoir surpris ensemble et lavés dans le sang, un adultère aussi ignoble. Elle cède finalement face à cette menace d'un déshonneur posthume et Sextus Tarquin viole Lucrèce avant de quitter la demeure de Collatin, fier de son triomphe. Accablé d'un tel malheur, Lucrèce fait mander de toute urgence son mari et son père, leur demandant de venir chacun avec un ami sûr. Son mari Collatin vient avec Brutus. Une fois les quatre réunis auprès d'elle, Lucrèce leur relate le crime commis par Sextus et les fait jurer de ne pas épargner le coupable. Prenant alors le couteau qu'elle tenait caché sous sa robe, elle s'en perce le cœur, s'affaisse sur sa blessure et tombe mourante. Brutus, plus prompt que le mari et le père atterrés, tire le couteau de la plaie et jure sur le sang même de la jeune femme, femme prétexte selon le mot de Simone de Beauvoir, de chasser le tyran et sa famille de Rome. Le corps mort de Lucrèce est ensuite exposé à Colacie, puis Brutus, parti pour Rome, subjugue la foule au forum par son discours. Le peuple en colère se soulève alors contre les Tarquins, les condamne à l'exil et s'affranchit du régime monarchique selon la tradition en 509 avant Jésus-Christ. Voilà donc le récit de l'avènement de la République romaine, tel que vous l'avez dans une spaliera ou des cassoni florentins du XVe, avec les trois moments clés du récit de Lucrèce, ici par Botticelli. Or, l'émergence, qui deviendra bientôt rayonnement, d'un type de représentation de Lucrèce isolée, en pied, en train de se poignarder, semble intimement liée à la découverte d'une statue antique, identifiée comme Lucrèce dans les ruines du Trastevere, à Rome, alors que Jean de Médicis, fils de Laurent de Médicis et futur pape Léon X, n'était encore que cardinal, événement que l'on peut situer ainsi autour de 1500. Ce dernier composa par ailleurs un poème iambique à l'occasion de la découverte de cette statue, In Lucretiae Statuam. Cet événement et le texte qu'il fit naître sont déjà relatés en 1522 par Pietro Alcionio, puis repris à travers les âges par nombre des biographes de Léon X. Nous ne disposons pas d'autres informations concernant cette statue. Cependant, en 1556, Ulisse Aldrovandi évoque dans son catalogue sur les statues antiques de Rome plusieurs Lucrèces. À titre d'exemple, dans la maison du maître Vincenzo Stampa se trouve une tête et un buste de Lucrèce. Cette tête trône sur une poitrine à moitié couverte d'un bandeau. De même, dans le palais d'Orazio Silvestri se trouve un torse de Lucrèce à moitié vêtu d'une chemise, à laquelle ils feront prochainement une tête. Vi faranno la testa.
mais en dépit de ces différents témoignages, les archéologues réfutent l'existence de statues antiques de Lucrèce. Si en effet un très grand nombre de sculptures antiques refaisaient littéralement surface au XVIe et XVIIe siècle, elles se trouvaient le plus souvent sérieusement mutilées ou fragmentaires, et l'on peut concevoir sans peine une certaine difficulté dans l'identification des personnages représentés. Ainsi, la mention par Aldrovandi d'une poitrine à moitié couverte d'un bandeau et d'un torse à moitié vêtu d'une chemise rappelle avec intensité un type de statuaire connu sous le nom d'Aphrodite Louvre-Naples, aussi appelée Vénus Génétrix dans le monde romain. Les premières années de collaboration entre Marcantonio Raimondi et Raphaël se situent vers le début de la seconde décennie du XVIe siècle. Peu après leur arrivée à Rome, Raphaël vers la fin de 1508 et Marcantonio autour de 1510. Si l'on en croit Vasari, dans sa vie du graveur Raimondi, paru seulement dans la seconde édition, augmentée de ses vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes en 1568, l'origine même de leur fructueuse collaboration prend forme autour de la figure de Lucrèce, qui acquiert ainsi valeur de manifeste. Je cite ici quelques extraits du texte dans la traduction de Chastel. Revenons maintenant à Marc-Antoine. Arrivé à Rome, il grava sur cuivre un splendide dessin de Raphaël d'Urbain, le suicide de Lucrèce. Il le fit avec un soin et un style tel que Raphaël, auquel des amis de Marc-Antoine avaient aussitôt apporté la planche, décida de faire graver certains de ses dessins, dont un déjà réalisé du jugement de Paris. La gravure fut exécutée par Marc-Antoine d'une manière qui stupéfia Rome tout entière. Raimondi grave ensuite d'autres œuvres, et je reprends le texte un peu plus loin. Tout ceci procura à Marc-Antoine une renommée telle que l'on prisait bien davantage ses gravures que celles des Flamands, encore une fois les Flamands allemands. En raison de son excellent dessin, et les marchands en faisaient un commerce très profitable. Raphaël avait chez lui depuis plusieurs années, pour broyer ses couleurs, un aide d'atelier nommé Baviera, qui avait quelque expérience. Il décida que Marc-Antoine graverait les planches et que Baviera les imprimerait. Il voulait mettre sous presse toutes ses compositions pour les vendre en gros ou en détail à qui on voudrait. L'opération commença, ils publièrent un nombre incalculable de gravures qui rapportèrent une fortune à Raphaël. Ainsi, la création, apparemment à son initiative, d'une estampe de Lucrèce par Raimondi sur la base d'un dessin de Raphaël résulta en une entreprise artistique et commerciale conjointe inégalée à la Renaissance, qui procura fortune et renommée au-delà des frontières, non seulement au maître, mais également à Marcantonio, et plus tard à d'autres acteurs, l'entreprise connaissant certaines évolutions et différents protagonistes. La Lucrèce de Raimondi, d'environ 1511, est en effet une œuvre remarquable par sa qualité de dessin. Le modelé de la figure est régulier et témoigne d'un système clair d'interprétation des volumes sculpturaux des personnages de Raphaël. Volumes qui, dans ce cas précis, furent sans doute rehaussés par l'existence d'un prototype antique. L'œuvre connut une prompte notoriété, fut largement diffusée, notamment par le biais d'un marché de la gravure en pleine expansion, et généra une longue série d'imitations et variations dans différents médiums, au sud comme au nord des Alpes. Lucrèce est représentée en pied, exempte des 4 témoins qui traditionnellement assistent à sa harangue, puis à sa mort. Ce rôle semble désormais conféré au spectateur sans aucun intermédiaire, ce qui a pour effet d'atténuer la signification historique de l'action au profit de sa dimension intime et pathétique. D'autre part, le drame ne prend pas place dans, ou du moins devant sa chambre à coucher, mais dans un espace architectural ajouré qui s'apparente à une loggia. Une telle mise en scène nous renvoie naturellement à la statuaire antique. De fait, l'on reconnaît dans cette figure, par son fort contrapposto et l'agencement de son vêtement,
une filiation au type de statuaire antique de l'Aphrodite Louvre-Naples, dont je montre ici une variation plus similaire encore. En revanche, les bras et la tête diffèrent grandement de ce modèle, mais l'on peut aisément imaginer que la réplique qui a servi de support de création à l'artiste, ici Raphaël avant même Raimondi, se soit également trouvée dans un état fragmentaire, ou encore que l'auteur se soit émancipé d'une disposition originale des membres de la statue en vue de réorchestrer une gestuelle plus en phase avec sa propre conception du ballet tragique de Lucrèce. Elle a les bras en croix, dans un mouvement ample et passionné. Affectée, Lucrèce s'apprête à se donner la mort. Elle enserre des doigts de sa main droite une lame curieusement dépourvue de manche. Victime, et en ce sens non dénuée d'une possible connotation christique, elle détourne la tête dans un profil radical et ferme les yeux pour se dispenser de voir l'arme venir à elle. Sa longue chevelure, maintenue par un ruban, ondule et épouse la nuque avant de flotter horizontalement vers la droite, ses mèches bouclées virevoltant. Ce détail donne à la figure un dynamisme bouleversant. La lame viendra frapper la partie dénudée du buste, lieu de la perforation future. La nudité affichée de cet espace contraste singulièrement avec les épais plis d'étoffe de la tunique rassemblés en un volumineux tourbillon à l'entrejambe, précisément au lieu du forfait perpétré auparavant. Les deux zones du sein nu et du bourgeonnement de tissu sont situées sur une même ligne verticale et communiquent visuellement en ce qu'elles signalent deux pôles de présence et d'absence radicale du vêtement. La pointe du pied droit est posée sur le soubassement d'une possible balustrade, tandis que le pied gauche repose entièrement à terre, accolé à la structure. Cette base permet certes d'assurer de façon ingénieuse et réaliste l'équilibre difficile de la posture de Lucrèce, empruntée à la sculpture antique, mais dans un rapport de comparaison entre les arts, de paragone, elle donne également l'impression d'un socle dont Lucrèce, statue désormais animée, est en train de s'affranchir, selon une déclinaison ingénieuse de l'effet Pygmalion. L'autel balustrade, coupé en son milieu et orné d'un cartouche dont l'inscription en grec fixe l'enjeu moral de l'intrigue, « Il vaut mieux mourir que de vivre dans le déshonneur », mais il est néanmoins curieux de voir ici la devise latine de Tite-Live, « Pas une femme ne se réclamera de Lucrèce pour survivre à son déshonneur », abandonnée ici au profit d'une sentence grecque pour une héroïne romaine. Le paysage sur la droite, en arrière-plan, est un emprunt direct à celui qui orne la Suzanne et les vieillards du peintre et graveur hollandais Lucas van Leyden. Un tel emprunt atteste déjà de la circulation des images entre l'Italie et le Nord. Les bâtiments de type nordique ont cependant été remplacés par des édifices cubiques et une rotonde. Ce caractère volontairement antiquisant et romanisant est souligné plus encore dans l'intervalle sur la gauche de l'image, d'où filtre le portique à fronton d'un temple et une rotonde qui pourrait même sembler l'évocation d'une architecture voisine du Panthéon de Rome. L'ouverture sur le paysage est scandée par une imposante manifestation architecturale classique. Une colonne, visible uniquement dans sa moitié supérieure, est coiffée d'un chapiteau corinthien ainsi qu'un arc massif. L'on peut donc voir sourdre ici le traitement de plusieurs sources visuelles remaniées en vue de l'élaboration d'un ensemble cohérent. Or, précisément, une étude à la plume et encre brune de Lucrèce fut redécouverte et publiée en 1984 comme un dessin autographe de Raphaël, attribution qui fut largement approuvée, à quelques exceptions près, mais la question demeure néanmoins complexe et le débat ouvert. S'agit-il d'un autographe de Raphaël ou d'une copie de la même époque, d'un membre ou d'un de ses élèves dans l'atelier, reste ouvert. Mais une analyse minutieuse de l'œuvre témoigne néanmoins des affinités stylistiques et techniques
avec les dessins préparatoires de Raphaël pour les fresques de la Stanza della Segnatura au Vatican, particulièrement ceux concernant le Parnasse. En conséquence, cette étude daterait également des premiers moments de la période romaine du maître, vraisemblablement entre 1508 et 1510. La Lucrèce de Raimondi répond pratiquement en tout point, du cou au pied et même au socle, au dessin de Raphaël, à la différence près qu'elle porte des sandales et qu'il n'y a pas de garde à sa lame. Par contre, dans sa représentation du visage en profil, Raimondi se distingue drastiquement de ce modèle apparent, dont la tête est rendue de 3/4. Celle-ci s'avère d'autre part semblable à une étude de la tête de la muse Polymnie, un carton auxiliaire dessiné sur la base de points de Spolvero, aussi pour la fresque du Parnasse. Je vous rends attentif à ces petits points qui traversent, qui définissent le contour, la silhouette du visage et du vêtement. En effet, la technique du Spolvero, ou technique de transfert au poncif, permet en effet le transfert d'un dessin préliminaire, un carton, par tamponnage vers son support final. Ce report s'opère en perforant les lignes du dessin d'une série de trous et en tamponnant le long de ces lignes percées un sachet en toile à fibres lâches, une ponce, contenant une poudre, par exemple de charbon de bois, de craie ou de sinopia. D'autres éléments signalent encore que la proximité qu'entretiennent le dessin de la Lucrèce de Raphaël, aussi un dessin de travail qui comporte des traces de transfert par calque, et la gravure de la Lucrèce de Raimondi ne doit pas pour autant se laisser interpréter comme le rapport entre une étude spécifiquement produite pour être gravée et la gravure en question. En effet, d'habitude, de telles études sont plus usuellement tracées dans le sens contraire à celui de l'estampe qui en découle, vu que cette dernière résulte d'un processus qui inverse l'image gravée sur la plaque. En outre, le dessin de Raphaël est d'une dimension bien plus grande que la gravure de Raimondi. Enfin, tout paysage est absent de l'étude du maître. Néanmoins, le constat que ce dessin n'ait pas été en première instance produit en vue d'être gravé ne saurait nécessairement le disqualifier à titre de modèle copié par Raimondi. En effet, les quelques dessins ayant survécu de Raphaël et de son atelier dont Marc-Antoine fit usage pour la réalisation de ces gravures sont caractérisés bien plus par leur diversité que par leur homogénéité, dans une variété de techniques, de styles et de buts. Au demeurant, rien ne semble s'opposer à ce que ce dessin soit celui dont parle Vasari dans la vie de Raimondi. Il le relate qu'une fois arrivé à Rome, ce dernier grava sur cuivre, probablement à son initiative, un dessin superbe de Raphaël du suicide de Lucrèce. Le résultat d'excellente facture fut l'élément déclencheur de leur avantageuse association. Mais Giorgio Vasari lui-même propose une autre version de l'origine de la collaboration entre Raphaël et Marc-Antoine, qu'il mentionne en réalité déjà dans sa première édition des Vies de 1550. Cette première édition ne comporte pas encore de biographie spécifiquement consacrée au graveur, et cet autre passage s'inscrit donc au sein de la vie de Raphaël. Vous avez deux éditions de ce texte, la première de 1550, la seconde de 1568, revue et augmentée avec la vie du graveur Raimondi. Dans la première, vous avez certains éléments relatifs à la collaboration de Raimondi avec Raphaël, seulement dans la vie de Raphaël. Et c'est ce qui parfois aussi crée certaines nuances, voire inexactitudes entre le texte. Vous pouvez vous retrouver avec certains éléments ou passages qui ne concordent pas parfaitement. Donc l'événement de la vie de Lucrèce est dans la vie de Marcantonio Raimondi de 68, et en revanche, dans 1550, puis en 68, dans la vie de Raphaël, vous avez un autre récit originaire. Ici donc, en 1550 et 68, dans la vie de Raphaël, l'origine de leur association ne procède pas d'une initiative de Marc-Antoine, et la Lucrèce n'y est même pas spécifiée. Je cite, « Sa renommée de Raphaël parvint jusqu'en France et en Flandre. Albert Dürer, le grand peintre graveur allemand, lui envoya en hommage
son autoportrait peint à la détrempe sur une toile très fine, préparée à l'aquarelle sur les deux côtés, où les accents lumineux étaient obtenus non par des rehauts de blanc, mais en réservant la toile. Cette œuvre parut admirable à Raphaël, qui lui envoya en échange plusieurs dessins de sa main que Dürer garda précieusement. Puis juste une ligne plus loin dans le texte, Raphaël s'intéressa à la technique des gravures d'Albert Dürer et voulut montrer à son tour ses possibilités. Il la fit étudier longuement au Bolonais Marcantonio. Celui-ci réussit si bien que Raphaël lui fit graver ses premiers essais dans ce genre. Il apparaît donc, selon la succession d'événements proposés dans cet extrait-ci, que la collaboration entre Raphaël et Raimondi fit suite à la correspondance d'ordre visuel plus qu'épistolaire entre Raphaël et Dürer, à travers le sud et le nord des Alpes, à Rome et Nuremberg, et non pas en Flandre, comme le dit faussement Vasari. Cette correspondance fut inaugurée par Dürer, qui lui fit parvenir son autoportrait peint, aujourd'hui introuvable. Raphaël lui répondit par l'envoi de plusieurs dessins de sa main. Ayant donc vu la technique des gravures de Dürer, il la fit étudier assidûment par Raimondi avant de lui faire graver ses dessins avec grand succès. L'autoportrait de Dürer, que Vasari nous dit avoir vu de ses propres yeux lors d'une visite à Mantoue chez Giulio Romano, l'élève et l'héritier de Raphaël, est aujourd'hui introuvable. Mais il demeure vraisemblablement un témoin matériel de cette correspondance, sous la forme d'un dessin qui aurait été parmi ceux envoyés par Raphaël à l'artiste allemand. Il s'agit d'une sanguine sur stylet représentant deux nus masculins, ou plutôt le même modèle sous différentes positions. Entre eux est esquissé un personnage dont seul le visage est achevé. À droite, sous le bras en extension de la figure du premier plan, le dessin porte une inscription de la main de Dürer. 1515, Raphaël d'Urbino, tenu en si haute estime par le pape, a fait ces nus et les a envoyés à Nuremberg, à Albrecht Dürer, pour lui montrer sa main, seine Hand zu weisen, pour lui prouver, lui montrer sa main. Ainsi, ce présent de Raphaël montrerait non seulement sa main, mais révélerait également celle de Dürer, sous la forme d'une inscription. La recherche actuelle accepte largement que le dessin soit de Raphaël et le texte de Dürer. L'inscription étant rédigée au passé, il a été supposé qu'elle fut ajoutée par Dürer après la mort de Raphaël, le 6 avril 1520, en vue de marquer la date de réception de ce cadeau et donc de son arrivée à Nuremberg en 1515. De surcroît, ce dessin est traditionnellement identifié comme une étude pour la fresque de la bataille d'Ostie dans la Stanza dell'Incendio au Vatican, précisément de la figure au premier plan du dessin, reproduite à l'extrême gauche de la fresque. Mais pour revenir à Marc-Antoine, dans cet extrait de la vie de Raphaël dès 1550, sa collaboration avec Raphaël est mentionnée après la correspondance entre Raphaël et Dürer et comme le fruit de l'intérêt de Raphaël pour la technique de gravure du maître allemand. En revanche, dans la vie de 1568, on se souvient que Lucrèce est, comme nous venons de le voir, le facteur déclenchant de l'opération commune entre le graveur bolonais et Raphaël. Face au succès rencontré, Raphaël exprima bientôt le désir de voir toutes ses compositions mises sous presse. L'entreprise se mit en place et un grand nombre de gravures furent publiées. Or, précisément dans cette vie-là, après avoir énuméré de nombreuses œuvres de Raphaël incisées par Raimondi, Vasari rend également compte ici des échanges intervenus entre Raphaël et Dürer. Je cite, « Raphaël envoya quelques-unes de ses feuilles, des estampes de Marc-Antoine, à Albert Dürer en Flandre. Celui-ci fit l'éloge de Marc-Antoine et envoya en échange à Raphaël plusieurs gravures et son propre portrait, qui fut retenu comme un véritable chef-d'œuvre. Quoi qu'il en soit, et bien que ces extraits de la vie de Raphaël et de la vie de Marc-Antoine entrent en contradiction en termes de succession d'événements, ils témoignent tous deux d'échanges, éventuellement multiples, et d'une admiration réciproque entre Raphaël et Dürer,
au sein desquels vient s'immiscer d'une façon ou d'une autre la figure de Raimondi. D'autres sources textuelles, enfin, corroborent cet état de fait. Dans le dialogue de la peinture intitulé L'Arétin de Lodovico Dolce en 1557, l'Arétin, le locuteur principal du dialogue, rappelle que Raphaël conservait des gravures de Dürer épinglées dans son atelier et en faisait de grands éloges. De même, l'intérêt de Dürer pour le travail de Raphaël se poursuivit au-delà de la mort de ce dernier. Dans son journal de voyage aux Pays-Bas, lors de son second passage à Anvers en 1520, peu après avoir mentionné le décès de l'Urbinate, Dürer relate avoir remis un lot de ses gravures à Tommaso Vincitor, un disciple de Raphaël envoyé en Flandre, en vue d'obtenir par son intermédiaire des gravures d'après Raphaël, dont certaines très probablement de Raimondi. En revanche, l'on ne sait pas si Raphaël et Dürer se sont effectivement rencontrés lors d'un probable voyage peut-être de Dürer à Rome. Or, dans la bibliographie consacrée à Raimondi, dans cette seconde version des Vies en 68, Vasari nous informe aussi des relations qu'entretinrent directement Dürer et Raimondi dans le contexte de la gravure, avant même la venue du Bologais à Rome, autour de 1510, et donc de sa collaboration avec Raphaël. Et donc on arrive avant Rome, à Venise. On retourne à Venise. Mais le texte contient aussi quelques contradictions qui affectent la description des relations entre les deux graveurs. Et là, je reprends aussi des textes que Victor Stovikita nous a déjà lus, en ajoutant peut-être quelques éléments. La première fois qu'il les relit, Vasari écrit que Dürer passa un accord avec Raimondi en vue de la publication de ses gravures. Je cite Vasari, « Contentons-nous de dire qu'ayant préparé 36 dessins de la Passion du Christ et les ayant gravés, Dürer s'entendit avec le Bologais Marc-Antoine pour éditer ses planches. C'est ainsi qu'il se rendit à Venise et que grâce à cette publication, on fit en Italie de merveilleuses gravures. » Donc une première raison du voyage à Venise serait une collaboration entre Dürer et Marc-Antoine en vue de l'édition des planches de Dürer. Mais à la page suivante, en effet, Vasari nous explique que l'Allemand, rendu furieux par les copies ou contrefaçons de Marc-Antoine, se rendit à Venise pour défendre sa cause auprès de la seigneurie. En effet, Raimondi, avec la permission de son maître Francia, quitta Bologne pour se rendre à Venise, son arrivée dans la Sérénissime étant traditionnellement datée de 1506, où il dut résider au plus tard jusqu'en 1510, date à laquelle il se rendit à Rome. Et, je reprends le passage que vous connaissez déjà, arrivèrent alors des marchands qui possédaient des gravures sur bois et sur cuivre de Dürer. Et, à partir de quelques extraits de Vasari, ébloui par ce travail et cette technique, Raimondi dépensa à peu près tout l'argent qu'il avait apporté de Bologne et acheta entre autres choses la Passion, en 36 planches, in quarto, qu'Albert venait de graver sur bois. Il commença par copier les gravures d'Albert, étudiant dans le moindre détail les lignes et l'ensemble des gravures qu'il avait achetées. Il incisa une plaque de cuivre avec des traits de la même épaisseur que ceux qu'Albert avait gravés sur bois et représenta tout de suite la Passion en 36 planches, y inscrivant le monogramme AD dont Dürer signait ses œuvres. Ces copies étaient si ressemblantes qu'ignorant qu'elles étaient de Marc-Antonio, tout le monde les croyait de Dürer et elles étaient vendues et achetées comme telles. On informa Albert de cette affaire par une lettre qu'on lui adressa en Flandre et on lui envoya une des copies de la Passion faite par Marc-Antoine. Il fut saisi d'une telle colère qu'il quitta la Flandre pour Venise et porta plainte contre Marc-Antoine devant la seigneurie. Il obtint seulement que Marc-Antoine n'employa plus son monogramme ni son nom sur ses gravures. Parmi les inexactitudes qui furent relevées dans ce passage, il est à noter que les copies de Raimondi de la Petite Passion ne comportent pas le monogramme de Dürer, mais en son lieu et place la tablette vide, forme de signature vide que l'on rencontre aussi parfois chez lui et dans le cercle de Raphaël. Donc la Passion de Dürer et la Passion incisée gravée de Raimondi. Premier problème, pas de monogramme AD. Il fut donc avancé que Vasari s'était trompé dans son identification et que la série en question était en réalité la vie de la Vierge de Dürer.
Nous conservons en effet 17 planches de cette série contrefaites par Raimondi qui, elles, comprennent toutes le monogramme de Dürer. Vous l'avez ici chez Dürer et vous l'avez là. Et il est généralement retenu que ces copies du cycle de la vie de la Vierge furent réalisées par le Bolonais et publiées lors de son séjour à Venise, peut-être même alors que Dürer se trouvait lui aussi dans la Sérénissime, entre 1505 et 1507. Si tel a pu être le cas, Dürer n'aurait donc pas eu besoin d'en être informé par écrit, ni d'entreprendre le voyage depuis Nuremberg pour défendre sa cause auprès de la seigneurie. Or, aucune trace de document corroborant l'un ou l'autre des récits contradictoires de Vasari, de l'accord de Dürer avec Raimondi ou de la plainte de Dürer contre Raimondi, n'a été trouvée à ce jour. Et parmi les lettres de Dürer de la période vénitienne ayant survécu, adressées à son ami l'humaniste Willibald Pirkheimer à Nuremberg, aucune ne fait mention de cet incident relaté par Vasari. Mais dans l'une d'entre elles, datée du 7 février 1506, Dürer se plaint ouvertement que les artistes en Italie copient son travail. Marc-Antoine fait-il partie des personnes visées ici? Peut-être n'est-il pas non plus complètement étranger, avec d'autres graveurs d'Allemagne et d'ailleurs, à ce que les colophons en langue latine des albums de Dürer rassemblés et publiés en 1511, parmi lesquels La vie de la Vierge, contiennent un avertissement féroce dirigé à l'encontre de graveurs susceptibles de voler le travail et l'invention des autres. Dürer y souligne avoir reçu de l'empereur des Romains, Maximilien Ier, un privilège qui protège son œuvre de toute contrefaçon et de la vente de celle-ci dans les limites de l'Empire. Mais au-delà du lot d'inexactitudes que contient ici le texte de Vasari, il faut surtout retenir du récit une dynamique de circulation des images entre les artistes, à travers différents médiums et au-delà des limites géographiques. Considérant la triade Raphaël, Dürer, Raimondi et les interactions que l'on peut observer entre leurs œuvres respectives, l'on est en droit de se demander si la figure raphaëlesque de Lucrèce fut parmi les œuvres engagées au sein de ce circuit d'échange. Car, en effet, Dürer réalisa lui aussi un dessin de Lucrèce, isolé et en pied, dans l'une des toutes premières manifestations de l'héroïne, dans un nu quasi intégral. Elle se transperce et serre dans sa main droite le poignard qu'elle tient enfoncé. Sa pose déhanchée et les tons gris et noirs rehaussés de blanc de son exécution lui confèrent une manière statuesque. Elle est de plus sur un piédestal, apparemment devant une niche. L'œuvre est signée du monogramme de l'artiste et datée de 1508, l'année suivant le retour de son second voyage en Italie, sur la bordure du socle. Il semble donc que Dürer adopte la représentation romaine de Lucrèce. Mais si l'on accepte cette date, le dessin est au mieux contemporain de celui de Raphaël et plus sûrement antérieur à la gravure de Raimondi. Par ailleurs, il ne leur concède aucune véritable forme de ressemblance, ni même au type statuaire dont il s'inspire, excluant de la sorte une éventuelle relation directe à ce dernier. Dürer a-t-il entendu parler d'une statue de Lucrèce excavée à Rome à cette période, ou juste auparavant? S'est-il en partie inspiré d'une autre statue, identifiée au nom comme une Lucrèce à l'époque? Ou plutôt d'une manifestation légèrement antérieure, dessin, gravure ou peinture, de cette configuration de représentation de Lucrèce? De telles interrogations restent naturellement en suspens, et il n'y a pas lieu de tenter indéfiniment de les résoudre. L'on peut néanmoins constater que certains exemples contemporains ou de peu postérieurs au dessin de Dürer partagent avec lui certaines affinités formelles, au niveau de l'exhibition de l'héroïne nue, d'une nudité non lascive, de sa posture et des circonvolutions du drapé autour de son corps. Une gravure nordique de Lucrèce du maître S, graveur hollandais connu par son monogramme uniquement, et une autre de Giacomo Francia, fils du Bolonais Francesco, le maître de la jeunesse de Raimondi, également placé devant une niche, ce qui en souligne la qualité sculpturale. Ainsi se laisse formuler l'hypothèse d'un modèle statuaire
ici formuler l'hypothèse d'un modèle statuaire antique, peut-être une Aphrodite, entièrement ou partiellement dénudée, commun à ces trois réalisations. Son visage penché, ses yeux dirigés vers le haut et la bouche entr'ouverte rappellent une codification visuelle propre à la vision du martyr et au transport de l'extase, que l'on peut notamment contempler dans le visage de Sainte Cécile de Raphaël vers la même époque. Il est intéressant de constater que ce motif visuel apparaît déjà transféré sur la figure de Lucrèce, la figure du martyr, dans la version de Francesco Francia, le maître de Raimondi à Bologne, l'une des toutes premières représentations de Lucrèce, seule, mais à mi-corps. Cependant, le visage de l'héroïne, selon Dürer, est ici grimaçant, marqué par la souffrance et la désolation. La recherche a généralement accueilli froidement cette Lucrèce ingrate, dont le bras gauche sinueux est effectivement trop long. La trajectoire de la mince bande d'étoffe qui ceint la figure mérite cependant d'être retracée. L'extrémité droite du voile s'enroule autour du bras qui enfonce le poignard sous le sternum. Par devant, il se tord à hauteur de la taille et traverse horizontalement le bas-ventre, préservant ainsi la pudeur de Lucrèce. 10 ans après, Dürer réalisa une peinture de Lucrèce dans une attitude similaire, signée de son monogramme et datée de 1518 en bas à gauche, sur ce qui pourrait être un coffre au pied du lit. Or, durant la décennie qui sépare le dessin de la peinture, il avait sans doute pu prendre connaissance de la gravure de Lucrèce de Raimondi d'après Raphaël, exécutée et amplement diffusée dans ce laps de temps, que celle-ci ait fait partie du circuit d'échange entrepris avec l'Urbinate ou qu'il y ait eu accès par d'autres voies. L'on peut remarquer pourtant qu'elle n'a pas exercé d'influence iconographique directe sur sa Lucrèce peinte. De même ne ressort pas d'influence directe sensible de Lucas von Leyden à Dürer dans la reprise nordique du thème par l'artiste hollandais réalisée peu auparavant. Dans une posture en reflet de la Vénus et Cupidon de Raimondi, également d'après un dessin de Raphaël, la Lucrèce de von Leyden s'embroche sur le fil d'une épée dont le pommeau est appuyé sur un bloc de pierre. Son visage est pris d'un rictus de douleur et sa crinière électrique semble vibrer de cette souffrance. L'on peut donc en conclure qu'aucune de ces deux œuvres n'ait eu d'impact formel sur la peinture de Dürer, fidèle à son dessin antérieur. Plusieurs différences notables sont néanmoins à signaler entre dessin et peinture. L'expression faciale apparaît moins disgracieuse, la bouche est moins ouverte et le pourtour des yeux moins marqué. Elle est plus contemplative qu'agonisante, presque mélancolique. De taille quasi réelle, frontale, occupant l'entier du tableau dans sa dimension verticale, elle évoque les panneaux italiens du martyr de Saint-Sébastien de la fin du XVe siècle, dont celui d'Antonello da Messina, alors parti d'un triptyque dans l'église de San Giuliano à Venise. De même, le geste du bras droit et la forme de l'arme ont été sensiblement modifiés. Ils répondent avec précision à un dessin probablement aussi de 1508, et donc contemporain ou juste postérieur au dessin de Lucrèce, affichant seulement le détail du bras plié au coude et de la main serrant une dague, le poignet tourné de sorte que la lame fasse retour sur le corps. L'adoption dans la peinture d'une telle position du bras au détriment de celle présente dans le dessin de Lucrèce modifie de fait l'équilibre du drap autour de la figure. Mais le pan supérieur, réalisé dans des tons sombres qui couvrent une plus large surface du bas-ventre, est en réalité un repeint, un rajout pudique masquant l'incarnat original, probablement des environs de 1600. Les deux filets de sang qui jaillissent en arc sous la lame plongée dans la plaie sont eux aussi un repeint. Il n'en demeure pas moins que le nu est dès l'origine d'une facture héroïque, et l'on peine à trouver dans son exécution la moindre perspective licencieuse. Si sexualisation de la figure il y a, elle apparaît bien plutôt revêtue d'atours symboliques que de tels repeints ne peuvent si aisément juguler.
Ainsi, l'acte de pénétration de la dague demeure par association une structure de rappel suffisamment ostensible du viol subi précédemment. La réinsertion narrative de Lucrèce est également susceptible d'opérer dans cette même direction. Elle est représentée dans sa chambre, et non plus dans une loggia ou devant une niche. L'espace se réduit à un lit devant lequel elle se tient, debout et sans témoin, si ce n'est le spectateur hors du tableau. L'on peut donc contempler ici une forme de combinaison poreuse entre deux structures scéniques, qui résulte pour ainsi dire de la transplantation d'une statue, plus exactement d'une figure statuesque, au sein d'une chambre à coucher. Chambre qui se limite à un lit à baldaquin, représenté en raccourci, entouré de rideaux verts foncés. Le rideau antérieur est tiré sur la droite, ouvert, nous donnant accès au lieu du crime perpétré antérieurement. Mais le lit n'est pas défait. Il est au contraire parfaitement ordonné, a probablement été refait et ne laisse rien paraître de la tragédie qui s'y est déroulée. De surcroît, la position monumentale de Lucrèce articule sa volonté de défendre le lit matrimonial de toute autre violation, bien plus que de nous y convier. Or, dans cette chambre rudimentaire, un vase de nuit rond et de couleur sombre est placé sous le lit à gauche. Réceptacle traditionnel de déjection nocturne, il peut naturellement symboliser la souillure dont Lucrèce fut victime. Cependant, le pot n'est pas renversé, comme on le voit dans certaines gravures, et apparaît parfaitement rangé. Ainsi, de tels éléments inscrits au sein d'une représentation du suicide de Lucrèce en fonction de signes réminiscents du viol au-delà de leur rôle purement décoratif. Mais ici, leur traitement ne rend pas l'expression d'un désordre ou d'une transgression à caractère sexuel. Il semble bien plus tendre à signifier l'intention de Lucrèce visant par sa mort à défendre sa chasteté et à réparer la profanation faite à l'encontre de sa pureté et de son union. De la figure comme du cadre ambiant n'émane en effet aucun tumulte dramatique ni impulsion incontrôlée, mais bien plutôt un calme résigné et le sentiment d'une décision mûrement réfléchie. La Lucrèce de Durer est un nu héroïque, emblème de vertu et de chasteté. En conclusion, il apparaît que le recodage d'un type antique d'Aphrodite en une Lucrèce, opéré à Rome vers 1500, marqua de son empreinte les diverses et nouvelles variations de représentation de cette figure, transposées sur d'autres médiums, dessins, gravures et peintures, mais arborant toute une facture statuesque, isolée et en pied. Et par la grâce d'une réalité dynamique de circulation des artistes, mais plus encore de leurs images, ce motif du suicide de Lucrèce se diffusa du sud au nord des Alpes, notamment par l'entremise de créateurs tels que Raphaël, Raimondi et Dürer. Bientôt, il rayonna sur toute l'Europe sans que son succès, à titre d'emblème politique, de chasteté, voire d'érotisme, ne se démentisse 2 siècles durant. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Henri de ce parcours passionnant, si fin, si riche, qui complète extrêmement bien ce que j'avais proposé dans la première partie de ce cours, donc le problème du rapport nord-sud autour de Dürer. Je retiens 2 idées fondamentales. La première, c'est l'importance de la gravure, de l'estampe dans la circulation des idées. C'est quelque chose de connu, mais tu l'as montré très bien. En effet, le fait que les grands exploits figuratifs voyagent d'une ville à une autre, d'un pays à un autre, grâce surtout à ce moyen de diffusion qui est l'estampe. À cause du fait que c'est quelque chose de léger, de transportable, premier élément, et aussi à cause du fait que c'est un moyen de multiplication. Donc l'estampe se multiplie. Donc c'est quelque chose de fondamental. Et dans ce rapport, et c'est la seconde idée que je retiens, dans le rapport Nord-Sud, en effet, Marc Antonio Raimondi est une figure charnière, parce que c'est à travers de lui, c'est le chaînon manquant, si vous voulez, entre ces 2 grandes figures de la Renaissance italienne
Raphaël d'un côté, Dürer de l'autre, qui ne se sont jamais rencontrés, mais qui se sont rencontrés à travers la figure et l'œuvre de Marcantonio Raimondi. Jusqu'à quel point on a ici affaire à une construction vasarienne, ça reste quand même une question ouverte, mais la possibilité est sans doute là. Voilà mes observations de principe. Mais je suis convaincu que cette belle intervention a suscité des idées, des questions que je voudrais vous donner l'occasion d'exprimer.